Pied à terre, mon fidèle Lancelot. Le Graal est à portée de main. Attention, sire, derrière vous, le chevalier noir. Arthur, ta dernière heure a sonné. Vil félon, où as-tu dissimulé le Graal sacré? Dans ton cul. Tu paieras pour cet affront. Ah. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode spécial de Warhammer Made by Amateur. Alors c'est la fin d'année, ça fait plus d'un an qu'il n'est pas revenu, donc je vous propose la partie du renouveau, la partie qu'on a déjà eu un petit peu de suspense il y a un peu plus d'un an. C'est l'ermite fou de l'hiver, le retour de l'ermite fou tout rouge sur son colimaçon d'éternité et de deux armées qui vont essayer de le tuer et de contrôler sa tour de puissance. Alors, l'ermite fou de l'hiver, je vous rappelle le scénario, c'est donc un chaotique qui apparaît au milieu d'une forêt et deux armées qui essaient donc de abattre l'ermite fou, soit avec un petit sort, soit au corps à corps, soit au tir, pour ensuite monter sur son autel, sur son colimaçon d'éternité et gagner la partie. Alors, je vous rappelle, l'ermite fou en lui-même, c'est un personnage donc à peu près chaotique, c'est un puissant. Il a une CC de 5, il a une CT de 1, une force de 5, une endurance de 4, il a 6 d'initiative, il a 3 PV, il a également 5 attaques et commandement de 9. Il a une sauvegarde d'armure de 3+, vu qu'il a une armure du chaos et un bouclier. De plus, il a le sort qui s'appelle la force de l'hiver. Alors c'est pas un sorcier, c'est juste qu'à 24 pas autour de lui, il balance 3d6 touches force 2d6 à l'unité libre la plus proche. Voilà, à 24 pas autour de lui. Alors c'est un sort qui peut être dissipé sans utiliser vraiment de dissipation. C'est juste que la personne qui est prise pour cible par ce sort peut lancer 6 dés et tenter de faire plus de 20. Voilà, c'est 20 ou plus. C'est une sorte de... Il essaie de canaliser la puissance de l'hôtel si vous êtes pris pour cible. Alors pour abattre l'ermite du haut de son hôtel, c'est très simple, on peut lui tirer dessus au tir ou à la magie, sauf que contre ça, l'ermite a une sauvegarde invulnérable de 2+. Voilà, il est un peu badass, il n'y a que les 1 qui peuvent le faire mourir sur la magie et les tirs. Au corps à corps, par contre, vous pouvez y aller, par contre, il faut charger le bâtiment et que ça soit un de vos héros ou un seigneur pour l'affronter, pas un champion d'unité. Et au corps à corps, il a quand même une invulnérable également de 5+, c'est quand même pas négociable contre un mec du chaos, ça c'est sûr. Après, certains sorciers peuvent lancer un duel d'esprit. Alors les sorciers seulement, sur un sort à 12+, la portée est de 12 pas, vous ajoutez votre commandement et un des 6, et si vous dépassez celui de l'ermite avec un commandement et un des 6, vous l'éjectez. Par contre, vous ne montez pas à sa place, il faut toujours y aller. Ça, c'est donc les règles pour l'ermite. L'hôtel en lui-même, alors l'hôtel ne peut créer aucun dommage, il est éthéré quand il se déplace, seulement quand il se déplace, c'est-à-dire qu'au début de chaque tour, et je dis bien au début de chaque tour, début du tour 1, tour 2, tour 3, etc., et bien l'hôtel se déplace aléatoirement de 2d6 pas. Il n'a pas de 8, il ne peut pas rester sur place, il se déplace tout le temps. Et donc les conditions de victoire, c'est très simple, si personne n'a pris l'hôtel et que l'ermite est mort, c'est une victoire au point de victoire, rien n'est fait pour. Pour monter sur l'hôtel, je rappelle bien qu'il faut que ce soit un héros ou un seigneur, personne d'autre. Si l'ermite a été tué par un héros ou un seigneur et qu'elle a été remplacée par lui-même, c'est une victoire du clan du héros. Et si l'ermite est vivant et que son hôtel sort de table, ce qui s'était d'ailleurs passé, si je me souviens bien, dans la dernière partie, eh bien c'est une victoire de l'ermite lui-même qui reviendra plus tard dans le jeu. Donc l'ermite fou de l'hiver, c'est donc deux armées qui s'affrontent. C'est l'armée de démons de corne qui n'est pas sortie depuis longtemps à 1500 points qui affrontera 1500 points de roi des tombes. Alors je commanderai mes démons de corne et c'est Thomas qui jouera les rois des tombes. J'ai fait une liste à 1500 points gentillette pour des démons de corne parce que contre des rois des tombes je prends des canons à crâne et puis voilà, je l'explose. Donc j'ai fait un petit peu de fluff. J'ai mis en seigneur un prince démon de corne avec le vol et l'armure à 4+. J'ai pris en héros un héros de corne grande bannière. En unité de base j'ai pris 19 sanguinaires et 20 sanguinaires. État-major complet bien sûr. En unité spéciale j'ai pris 3 écarisseurs de corne état-major complet. Et en unité rare j'ai simplement pris un broyeur d'âme de corne avec une pince d'os démoniaque. Ce qui fait qu'il remplace toutes ses attaques par une seule qui est à force 10, blessure 1 des 6 PV. Donc c'est quand même intéressant, ça reste extrêmement puissant vu qu'il a une bonne initiative contre des amalgames morts-vivants possibles. Donc après Thomas de son côté il a pris donc roi des tombes, les retombes de Julien. Il a donc pris un héros en seigneur, un roi des tombes avec CC10 plus une attaque invulnérable de 4+, et une armure de 5+. En héros il a pris un prêtre liche niveau 2 avec une invulnérable de 4+, et un petit nécrotect avec plus une attaque. En unité de base il a pris 3 chars squelettes état-major complet, il a pris 23 guerriers squelettes état-major lance et bouclier, et il a pris 11 archers. En unité spéciale, un sphinx de guerre, souffle force 4 et attaque empoisonnée. Et l'unité rare, le nécrosphinx et l'arche des âmes damnées. Donc voilà un petit peu ce qui nous attendait. Alors en magie quand même, parce qu'il en a eu un petit peu, il a eu un niveau 2. En magie, son prêtre liche a eu l'invulnérable de 5+, et il a eu soit le +5 d'attaque ou +1 au tir.
pas trop mal, c'est toujours ça de prix. Donc pour les déploiements, c'est une table classique avec bien sûr au centre le colimaçon d'éternité et tout en haut le fameux ermite fou. Ça c'est sûr et certain, il bougera déjà dès le premier tour. Donc en déploiement, je me suis déployé en premier, alors on a fait un déploiement caché. J'ai mis ma ligne centrale, hein, j'ai mis mes 2 régiments de sanguinaires, ma grande bannière et mon général déjà en vue sur l'hôtel. Hein. Si j'arrive à avoir l'hôtel dès les premiers tours, c'est quand même un prince démon, hein, je devrais y arriver. Bon, on n'a pas le piétinement sur le colimaçon d'éternité, mais bon quand même, ça reste un très bon combattant contre une unité isolée. J'ai pris également un petit peu sur mon côté gauche mes écarisseurs et enfin complètement sur mon flanc gauche le broyeur d'âme de corne prêt à fondre sur un flanc. De son côté, Thomas était un petit peu à l'opposé de moi. Il a mis ses chars squelettes vraiment sur son flanc gauche avec ses archers squelettes et son prêtre liche. Il a mis son régiment d'infanterie au centre avec ses 2 héros nécrotectes et roi. L'un flanqué des sphinx et de l'autre côté son argenné flanqué de son nécrosphinx sur son flanc droit. Le premier tour a été pour moi, pour les démons de corne, et donc on est parti pour cette bataille de l'ermite fou de l'hiver. Soyons fous. Alors pour le premier tour de cette partie, le colimaçon, hein, le mouvement du colimaçon, eh bien l'ermite fou ne contrôle pas très bien sa création et dévie de 6 pas un petit peu sur le flanc gauche des rois des tombes, sur le flanc droit pour moi, et en fait se met vraiment devant mon prince démon de corne. Donc bah écoutez, pour une fois qu'on me donne un cadeau comme ça, j'y vais, je déclare une charge, mon prince démon volant, hein, charge le colimaçon d'éternité pour faire tomber tout de suite l'hôtel et pouvoir avoir un bon monopole jusqu'à la fin du tour 6. Si je suis encore là-haut avec mon prince démon au tour 6, j'ai gagné la partie. Donc je charge, je réussis ma charge. Derrière en mouvement, je fais avancer tous mes démons, vraiment, hein, mon broyeur d'âme et les écarisseurs, et mes sanguinaires qui commencent à flanquer le colimaçon. Bon, il va bouger tout le temps, mais bon, ça m'empêche d'être bloqué. Pour ce qui est de la magie, ici c'est 3, donc c'est la rage de corne sur la table. Toutes les unités ennemies, si elles ont un 6, elles se prennent un crâne envoyé par corne. Bon, Thomas ne fait aucun 6, tant mieux pour lui. La magie ne sert à rien. J'ai pas de tir vu que la mitraille de mon broyeur d'âme n'est pas à portée. Donc soyons fous, on continue. Le corps à corps, bah oui tout de suite, hein, premier tour, corps à corps, c'est toujours sympa. Le prince démon de corne qui affronte l'ermite fou en face à face. Eh ben, mon prince démon quand même avec ses 5 attaques avec plus 1 en force se débrouille, hein, il touche beaucoup de fois, il blesse peu, ça c'était moche, et derrière, l'invulnérable de 5+, et quand même l'armure à 5+, toujours, à 6+, arrive à sauver 2 PV sur l'ermite, et en fait l'ermite ne perd qu'un seul PV. Putain, ça m'énerve. Donc derrière mon prince démon de corne reprend la riposte dans la tronche. Bon, j'ai rien à la riposte, hein, encore heureux, merci. Hein. Et bon, bah j'ai pas gagné, il est tenace, il ne bouge pas son commandement, l'ermite fou, et il reste là-haut. Je suis repoussé au pied du colimaçon. Bon, très certainement, c'est le prince démon de corne qui va se prendre le blast à la fin du tour. Ah, on verra hein, ce qui s'y passe. Pour ce qui est du tour 1 des rois des tombes, vu que j'ai déjà fini le mien, déclaration de charge, eh ben il y va Thomas, il préfère tout de suite s'occuper des créations qui lui font un peu peur. Il charge avec son nécrosphinx sur mon broyeur d'âme de corne. Ouais, je lui ai pas dit grand chose hein, sur le broyeur d'âme de corne. J'attends de voir, j'espérais bien qu'il m'envoie quelque chose comme ça. Bon, le nécrosphinx tout de suite, par contre, ça me fait un peu peur parce qu'avec son coup fatal héroïque, ça peut être dégueulasse. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, je peux pas bouger de toute façon, donc je me prends un énorme nécrosphinx dans la gueule sur mon broyeur d'âme. Par contre, derrière, après, il ne fait aucune autre charge. En mouvement, ses chars commencent à venir flanquer son côté gauche et il avance ses troupes d'infanterie et son sphinx au centre. Pour ce qui est de la magie, c'est dommage, il fait double 1, mais il fait 2D grâce à l'arche des âmes damnées et une canalisation derrière. Alors, il s'en sort bien. Hein. Donc son arche est lancée sur les écarisseurs, il réussit pas mal et il me fait un 11 sur le jet à 3D de commandement, donc je perds 2 PV sur mes écarisseurs, mais c'était sans compter sur la protection des vents du chaos car je fais 2 invulnérables de 5+. Merci Corne. Donc bon bah tant pis pour lui, hein. Ça c'est un peu dommage quand même. Donc ensuite... Le sort rebondit, hein, vu qu'il a été réussi, sur les sanguinaires qui sont juste à côté. Hein, et bon, là, ils testent à 8 et ils bougent pas. Bah, parce qu'ils ont la grande bannière, ils ont pu relancer leur test de commandement à 3D. Ça va, franchement, ils s'en sortent pas trop mal. Pour les tirs, les archers et les chars tirent sur les sanguinaires et je fais un seul mort. Bon, bah, voilà, c'est du roi des tombes. Hein. Contre une armure de 16+, et une armure de 5+, derrière, même si c'est endurance de 3, c'est pas vraiment les meilleurs tireurs. Au corps à corps, le nécrosphinx contre le broyeur d'âme. Alors c'est quand même un beau combat, malheureusement pour Thomas, je frappe avant lui. Donc bien sûr, le broyeur d'âme a une attaque spéciale, en fait, avant de faire quoi que ce soit, il utilise son initiative pour...
vous faites d'abord un jet pour voir si sa pince, enfin son regard, pardon, son regard bloque en fait la résistance de l'adversaire et l'empêche de vous empêcher de le toucher. En gros, si vous réussissez un test au début du corps à corps avec un broyeur d'âme, vous touchez automatiquement. C'est très important si vous avez en plus la pince d'os derrière. Donc je teste pour voir si le Necrosphinx subit ce problème, et heureusement, le test d'initiative du Necrosphinx est réussi. Voilà. Le mec, il a initiative 1, je rappelle, hein, et Thomas me fait un 1, donc je n'ai pas la touche automatique sur le Necrosphinx. Je suis déçu. Donc j'ai l'initiative de 3 par contre, donc je remplace toutes mes attaques par l'attaque de pince d'os démoniaque, pour essayer de le toucher. C'est force 10, donc si je le touche à 4+, j'ai une force 10 après sur une endurance de 8, c'est quand même pas mal, et je lui enlève un des 6 PV. C'est toujours utile. Je réussis mon attaque, et force 10 contre endurance de 8, je me loupe pas la blessure et je retire 4 PV au Necrosphinx. Le Necrosphinx après attaque mon broyeur d'âme et m'enlève 2 PV dessus, et heureusement il me fait pas coup de fatal héroïque. Et au résultat, le Necrosphinx perd de 1 PV, perd de 1, mais finalement il reste parce qu'il est amalgame mort-vivant. Il n'est pas emmené par l'instabilité dans les limbes du chaos, ou dans les limbes de la mort, je ne sais pas. Et heureusement, parce que sinon ça aurait été dommage, mais bon, je vais pouvoir le bouffer au prochain tour, c'est sympa. Et donc c'est la fin du tour 1, c'est le moment du blast magique du colimaçon d'éternité de l'ermite fou. Alors il est à 24 pas, il a plein de cibles éligibles, mais c'est la plus proche, c'est donc mon prince démon de corne qui se prend une attaque magique. Alors attention, c'est une attaque magique, mais surtout je peux prendre mes idées et tenter de faire un 20+, alors que ce soit roi des tombes, haut elfe ou démon, il n'y a pas le bonus des mages, hein. C'est pour ça, pour éviter d'avoir un petit désavantage quand on est démon de corne. Donc je fais avec 6 dés, je jette, et je fais 17. Et merde. Donc mon prince démon de corne se prend 3d6 touches force 2d6 dans la gueule, et je me prends 14 touches force 6. Ah mon dieu! Donc malgré la protection invulnérable de corne contre la magie, ça ne suffit pas et je perds 8 PV. Et je me fais arracher mon prince démon de corne. Comme ça, voilà, mon général. Ah, oh putain, c'est moche. Ça commence très mal cette partie pour moi, je la sens pas bien du tout. Donc voilà, un premier tour qui voit mon général mourir par ce connard d'ermite fou à qui j'ai enlevé qu'un seul putain de PV au corps à corps. Voilà, c'était déjà pas mal. Le deuxième tour, sur cette belle surprise du premier tour, c'est le déplacement du colimaçon d'éternité. Bon, il se déplace de 7 pas et se met en fait devant mes sanguinaires, ce qui au moins me les protège d'une charge future des chars. Ça m'arrange toujours autant, hein, ça c'est sûr. Pour ce qui est de mon premier tour, de mon deuxième tour, je charge, bien sûr je charge, hein, j'y vais avec les écarisseurs de cornes sur le flanc du Necrosphinx. Même si le broyeur d'âme aurait pu s'en sortir tout seul, hein, juste après, je préfère vraiment libérer mon flanc gauche de cette grosse menace. Derrière, je repositionne mes sanguinaires pour qu'ils fassent une ligne ordonnée et qu'ils bloquent, qu'ils soient au moins protégés d'une charge de flanc par le colimaçon, etc. J'essaie de placer tout ce que je peux comme je peux, vu que je perds quand même ma plus puissante unité, c'est-à-dire mon général. À la magie chez 4 et 1, c'est donc Tzeentch qui frappe, et Tzeentch s'énerve. Voilà, bizarrement, le prince démon de Khorne est mort, donc Tzeentch commence à s'approcher de mon armée pour prouver que peut-être que Tzeentch est meilleur que Khorne, je ne sais pas. Donc Tzeentch frappe l'arche, les guerriers squelettes et le sphinx, c'est quand même pas mal. Et bousille, bon, ne fait rien sur le sphinx et l'arche des âmes damnées, hein, faut pas rêver, mais par contre, il bousille 7 guerriers squelettes. S'il vous plaît, c'est quand même pas mal. Donc merci Tzeentch, tu me sers au moins un petit peu à quelque chose. Pas de tir vu que je suis tout au corps à corps, donc au corps à corps, le Necrosphinx contre les écarisseurs et le broyeur d'âme, hein, bon bien sûr là il n'y a aucune chance, c'est d'ailleurs même le broyeur d'âme de corne qui dégomme le Necrosphinx, pas mal. Cette figurine se rentabilise toute seule, hein, franchement, je l'aime de plus en plus, vraiment, hein, ça évite de spammer un peu que les mecs qui font canon à crâne de corne, où ils jouent que ça les mecs, et je l'avoue, je l'ai fait aussi, hein, mais bon, c'est toujours une petite surprise, c'est toujours assez sympa de jouer cette figurine là. Donc pour le deuxième tour des rois des tombes, Thomas charge, hein, il envoie ses... Bon. Alors il essaye d'envoyer ses chars sur mes sanguinaires vu que je les ai déplacés, mais c'est là qu'il me fait une super belle charge, cet enfoiré. Et il réussit d'ailleurs sa charge de ses chars contre mes sanguinaires. Bon après, je suis une vingtaine, j'ai un autre régiment juste à côté, ça me fait pas trop peur, ça va, c'est acceptable. Derrière pour ses mouvements, c'est là aussi assez cocasse, hein. Il avance un petit peu ses archers pour qu'ils voient le flanc droit.
Également, il avance ses guerriers squelettes enfin, il tourne ses guerriers squelettes et son sphinx. Le sphinx protège le flanc des guerriers squelettes des autres sanguinaires au cas où, surtout pour voir en fait ce qui arrive, c'est-à-dire les écarisseurs et le broyeur d'âme qui se sont reformés juste avant. À la magie, Thomas fait 4 et 1 plus 2 dés et encore une autre canalisation. Putain, il en forme le mage. Il envoie l'invulnérable de 5 plus contre ses guerriers squelettes. Il le réussit, j'arrive pas à le dissiper bien sûr. Et il récupère 3 guerriers squelettes. Et enfin, ensuite il fait large des âmes damnées sur mes écarisseurs. Je la dissipe par contre derrière, faut pas pousser. Les tirs, il peut pas en faire. Les archers ont avancé presque en marche forcée, donc ils ne peuvent rien faire. Et ensuite, le corps à corps, c'est chars. C'est chars contre mes sanguinaires. Bon, les chars, quand même, ils font mal, mais bon, en face, c'est quand même des sanguinaires. En comptant leurs attaques de touche d'impact, les attaques des poneys et des origes, ils me tuent quand même 8 sanguinaires, c'est quand même pas mal. Par contre, derrière, après, je nique un char complet, mais c'est tout. Voilà. Bon, après, voilà, il m'a chargé, il m'a fait beaucoup plus de dommages, mais je suis indomptable par rapport à lui. Pas de souci pour moi, ça reste ici. Donc, bon, au moins ça s'arrête là pour le tour 2, mais encore pas tout à fait, parce que justement, à la fin de ce fameux tour 2, il y a encore le blast du colibasson d'éternité. Alors, à 24 pas autour de lui, il en a encore plein d'éligibles, mais les deux qui sont devant lui, autrement dit les chars et les sanguinaires, ne peuvent pas être pris pour cible vu qu'ils ne sont pas libres. Et les archers et les sanguinaires à côté sont égaux. Donc on a décidé de faire ça au dé, lequel allait être frappé. 1, 2, 3 c'était les archers et squelettes, et à 4, 5, 6 c'était les sanguinaires. Et bien sûr ça m'est tombé sur la gueule, évidemment. Je relance 6 dés pour faire un 20+, et je fais un beau 19. Donc le sort passe, et il me fait sur mon unité de 20 sanguinaires 10 putains de touches force 5 et m'arrache 6 sanguinaires. Youpi. Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Un tour 2 encore qui finit sur la puissance de l'ermite fou. Le tour 3. Tour 3, eh bien, le déplacement de l'hôtel. Le déplacement de l'hôtel se fait d'une façon assez impressionnante parce qu'il fait 10 pas vers le bord de table. Ouh là là, il va se barrer. Oh là là, je le sens mal, il va se barrer. Ça va être chiant. Il va falloir qu'on le surveille, le pépère, parce que sinon il va nous faire une mauvaise surprise. Il est à 12 pas encore et il est parti. Donc pour le tour 3 de mes démons de corne, bon, je charge, j'envoie mes sanguinaires sur le flanc des chars, bien entendu. Il me laisse, ça fait 2 fois que je peux le bloquer comme ça. Déjà avec son nécrosphinx, maintenant avec ses chars, ça m'arrange. Je vais pouvoir leur rouler dessus. Et pour ce qui est de mes mouvements, je fais avancer mes écarisseurs et mon broyeur d'âme pour qu'ils soient sur la même ligne, pour pouvoir menacer autant l'arche que les guerriers squelettes que le sphinx de guerre. Pour la magie, c'est l'œil se ferme, je fais un 7, c'est dommage. Pas de tir encore une fois. Et donc pour le corps à corps, les chars qui affrontent mes sanguinaires n'ont aucune chance, ils se font ratiboiser la gueule. Ce qui me permet de reformer mes sanguinaires pour pouvoir faire un escalier, soit pour menacer le sphinx, soit pour menacer les archers. Pour ce qui est des rois des tombes, Thomas charge, il envoie son sphinx de guerre en fait sur mes écarisseurs. Ah mon dieu! Et c'est déjà assez impressionnant. Et il envoie ses guerriers squelettes sur mon broyeur d'âme. Ouais, il envoie ses 2 héros combattants vers loin de l'hôtel, donc moi ça m'arrange. Et après en mouvement, il tourne en fait son arche des âmes damnées pour pouvoir voir soit mes sanguinaires, soit l'ermite assez loin, et également ses archers pour pouvoir tirer sur mes sanguinaires. À la magie, il s'énerve, là par contre Thomas, il me fait un 6 et 5 avec un +1 grâce à son arche. Puissance! Donc il tente l'invulnérable 5 plus sur ses guerriers squelettes. Il le réussit, il récupère 2 guerriers squelettes. Il balance le +1 attaque sur tous les guerriers squelettes, le roi et le nécrotect. Il réussit encore, il récupère 2 guerriers squelettes. Et enfin, il envoie large des âmes damnées, il envoie le sort de large des âmes damnées sur mes sanguinaires qui sont seuls, qui n'ont pas la grande bannière avec eux, qui sont face aux archers en fait. Il réussit son sort, j'arrive pas à le dissiper, parce que j'ai essayé les 2 précédents, j'y suis pas arrivé. Et bon, là par contre c'est assez moche, parce que il me fait 3d6 donc pour le commandement. Ils ont un commandement de 7, relançable grâce à la grande bannière juste à côté. Je fais un 11, je relance grâce à ma grande bannière, et je perds encore quand même 4 sanguinaires. Ça commence à faire mal au cul, ils sont plus que 7 à peine. 7, ouais, c'est ça. Et après, plus de magie, il passe au tir. C'est 11 tirs d'archer sur mes sanguinaires. Non, il m'en tue encore 2. Il m'en reste plus que 5. Putain de merde, ça va être assez costaud. Pour ces corps à corps, nos corps à corps, le sphinx de guerre qui affronte les écarisseurs. Alors, le sphinx de guerre, on est d'accord qu'il frappe très lentement, même les gars au-dessus de lui, ils frappent très lentement, mais il fait quand même assez mal, même contre de l'infanterie ou de la cavalerie monstrueuse qui a une faible armure, 4 d'armure, c'est vraiment pas grand-chose. Donc je frappe avant tout avec tout ce que je peux, même les écarisseurs frappent avant lui, je lui enlève 1 PV,
C'est quand même rien, faut l'avouer. Et derrière, par contre, il me fait extrêmement mal et il m'enlève 5 PV sur mes écarisseurs. Donc il me tue celui qui était abîmé et il m'en tue un autre. Il en reste plus qu'un. Je teste avec mon instabilité démoniaque et mon instinct explose, hein, même avec ma grande bannière à côté. J'ai pas le choix. Je perds mon sanguinaire, enfin mon écarisseur, et je l'ai dans le cul, ce qui fait qu'il reforme son sphinx de guerre non pas vers le broyeur d'âme comme je m'y attendais, mais plutôt vers tous les autres sanguinaires. C'est moche. Pour ce qui est du corps à corps de ces guerriers squelettes avec le roi et le nécrotète contre mon broyeur d'âme. Bon, là c'est pas pareil parce que bon, il frappe quasiment en même temps que moi avec ses héros et après toute sa petite troupe. Je fais toutes mes attaques sur son roi parce que ça serait pas mal. Il fait son test d'initiative, le roi, et il se loupe, donc j'ai une attaque automatique sur lui. Je vais bien sûr prendre ma pince d'os, hein, faut pas rêver. Le broyeur d'âme donc fait la pince d'os la pince d'os démoniaque sur le roi des tombes. Je le touche automatiquement. J'ai une force 10 contre une endurance de 5, bah, je blesse sans aucun problème. Et avec un des 6 PV enlevé, je lui enlève un PV. Merde. Ensuite, avec toutes les attaques qu'il me fait, les très nombreuses attaques qu'il me fait, il m'enlève un PV sur le broyeur d'âme et je lui écrase 2 guerriers squelettes avec mon piétinement. Mon broyeur d'âme perd de 3 le combat, mais je fais le superbe double 6 de commandement et l'instabilité démoniaque renvoie mon broyeur d'âme dans le royaume de Khorne. Il va servir de petite pute pour les démons de Slanesh, celui-là. Parce que putain, je suis déçu là par contre. Hein. Le double 6, il m'a fait mal au cul. Hein. Le double 6, en fait, c'est très simple. Quel que soit ce que vous deviez faire, vous perdez automatiquement tout votre régiment. Le double 1 vous fait récupérer tous les PV que vous avez perdus dans ce combat. Mais le double 6, c'est le pire. Donc là, je l'ai bien dans le fion. Il reforme ses guerriers squelettes pour voir les sanguinaires, enfin ce qui me reste de sanguinaires, et pour voir au loin, très au loin, l'ermite fou. Fin du tour 3, l'ermite fou balance son sort sur les 5 derniers sanguinaires qui restent là. Et ce coup-là, grâce à mes idées, j'arrive enfin à l'empêcher de nuire sur ma tronche. Et putain, il était temps, parce que c'était très très moche. Ouais, voilà, c'était la mauvaise surprise du truc là. C'est un tour 3 déjà. Bon, je sais que j'ai perdu parce que il me reste plus que ma grande bannière pour essayer de piquer l'ermite fou. Tout ce que j'espère, c'est que l'ermite fou va sortir de la table et que voilà, parce que je ne peux plus gagner, c'est officiel. Là, j'ai plus aucune chance. Il faut que j'arrache le hiérophante de Thomas et derrière après, je pourrais peut-être espérer avoir un ou deux sanguinaires qui survivent. Le début du tour 4. Pour le début du tour 4, le déplacement de l'hôtel, eh ben, il se déplace de 4 pas encore vers le bord. Oh là 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 là, il s'écarte, le petit salaud, il s'écarte. Je fais donc barrage, il va falloir que je retienne tous ces morts-vivants de Moïse là qui arrivent sur ma tronche. Pour mon tour 4 de mes démons de corde, je charge avec mes 5 derniers sanguinaires sur ces archers squelettes. Hein. Franchement, j'y vais moyen parce qu'ils sont que 5, mes mecs. Lui en face, bon, ils sont 12, hein, comptant un seigneur prêtre liche. Enfin, pardon, un prêtre liche. Je sais pas du tout. Pour ce qui est de mes autres mouvements, bah, je place mes sanguinaires devant le sphinx. Hein. Je n'ai pas essayé de le charger parce qu'il était encore assez loin de moi. J'ai préféré, voilà, vraiment le menacer et me placer devant. Enfin, en tout cas, pas le menacer, mais venir le tanker. Plus de temps que je conserve, mieux c'est. En magie, je fais double 5, donc toute mon armée invulnérable de 5+. Ouh, on n'est plus que 20. Génial. J'ai plus de tir, donc le corps à corps. Mes 5 sanguinaires contre la douzaine d'archers. J'arrache 4 archers et lui derrière me tue un sanguinaire. 4 archers en comptant l'instabilité, je précise, hein, ça aurait été trop beau. Donc ouais, non, c'est moche. Franchement, c'est moche. Hein. Les archers restent sans vraiment de soucis. Donc pour le tour 4 de Thomas et de ses rois des tombes, la charge, le sphinx de guerre dans mes sanguinaires, bien entendu. Hein. Pour ce qui est des mouvements, les guerriers squelettes, ben, ils commencent à... pas contourner, mais il se rapproche énormément du centre en marche forcée. Hein. Bon, Thomas il a confiance dans son sphinx de guerre, même si en face il y a quand même une quinzaine de sanguinaires. Le mec qui a encore 4 PV, ça devrait aller, surtout qu'il peut le repopper un petit peu grâce à sa magie. Il avance donc, comme je dis, avec ses guerriers squelettes et un tout petit peu avec son arche pour être sûr de pouvoir blaster toujours l'ermite. À la magie, il fait 3 et 1, plus une canalisation et plus un dé grâce à l'arche. Ouais, moyen. Donc il tente l'invulnérable 5+, sur ses archers, je la dissipe. Il tente le plus une attaque sur ses archers, il a réussi et il récupère un des 3 plus 1 PV, c'est-à-dire 4 archers.
oh putain, ça c'est moche. Et ensuite il tente l'Arche des âmes damnées sur l'ermite. L'ermite qui, on avait décidé, n'avait pas de quoi dissiper les sorts, parce qu'il a quand même une invulnérable de plus en face, le gars, hein, l'enculé. Donc il réussit son Arche des âmes damnées. On a décidé de lancer à l'un ou l'autre sur un 4+, le dé pour l'invulnérable de l'ermite. Ça a été Thomas qui l'a jeté. Et il a fait un 1 sur l'invulnérable. C'est dommage quand même. Donc derrière, il jette 3d6 pour savoir de combien de PV il perd par rapport à son commandement de 9. Et il fait 10 quand même, donc il perd un PV, il lui reste plus qu'un seul PV à l'ermite fou tout là-haut. Donc ça peut être sympa, on pourrait faire un beau truc. Pas de tir parce que les archers sont corps à corps. Donc le corps à corps, les archers contre les sanguinaires, eh ben je perds un sanguinaire et je ne lui fais rien derrière. Mais vraiment rien, hein, c'est nul, c'est vraiment nul. Donc je teste, mais heureusement mon instabilité est avec moi, et encore heureux. Et derrière, le sphinx de guerre contre mes sanguinaires et ma grande bannière, ben je frappe de toutes mes forces tout ce que je peux sur le sphinx, et je lui fais rien du tout. Et derrière, le sphinx de guerre, il tente le piétinement, en fait, son attaque spéciale de piétinement, et il a réussi avec une C7-3 contre une C7-5. Il me touche, et donc il me balance une énorme impact de gabarit de 6 pas sur mes sanguinaires. De 3 pas ou de, enfin le petit quoi, et il me fait 11 touches force 3 et une force 9 devant moi, et plus son piétinement derrière, je précise, vu que c'est de l'infanterie en face, hein, et ben il m'arrache 7 putains de sanguinaires. Je teste, avec une grande bannière je précise, et même malgré ma relance, et ben, parce que je me loupe, hein, je perds encore 3 autres sanguinaires à cause de l'instabilité. Putain, mais heureusement il me reste 8 sanguinaires sur table à la fin du tour 4. C'est nul, vraiment c'est nul. Donc derrière, fin du tour 4, l'ermite fou en 24 pas, et ben il voit en fait le seul truc éligible, c'est le régiment de guerriers squelettes des rois des tombes de Thomas. Allez, là ça serait pas mal qu'il lui balance un gros blast dans la tronche. Et bien sûr, évidemment, hein, sinon ça aurait pas été drôle, Thomas la dissipe, parce que voilà, lui, il fait décider, il fait des double 6, lui c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, je l'ai un peu voilà, j'ai perdu, ça c'est sûr et certain. Je suis foutu même, mais ils ne passeront pas. Ils n'auront pas l'ermite. L'ermite va se barrer avec son hôtel. Le tour 5, le déplacement de l'ermite fou et de son hôtel, de son colimaçon d'éternité au tour 5 l'amène à 3 pas vers le bord de table du côté de l'hôtel du chaos. Ouais, bon, il tourne un petit peu en rond là, c'est un peu... Non, je t'avais dit de te barrer, espèce d'enculé. Tu vas pas faire ça, ça serait moche. Donc voilà, en gros, Thomas gagne du temps, hein, ou plutôt je gagne du temps, je ne sais pas. Enfin bref. Pour mon tour 5, je n'ai rien à faire, autant en magie, en charge qu'en mouvement. La magie fait double 3, c'est donc Zinch, je crois, Zinch ou Nurgle qui tape la table, mais rien ne se passe, bien entendu. Hein. Il n'y a aucun 6 qui tombe. Il n'y a pas de tir. Et au corps à corps, mes sanguinaires qui affrontent les archers, je tue encore 4 archers parce que quand même je me réveille un peu. Avec l'instabilité, je précise, je perds encore un sanguinaire. Donc c'est un gros combat de veau, quoi. Ça ne sert à rien. Et derrière, le sphinx de guerre contre mes sanguinaires à ma grande bannière, je lui fais rien à lui. Hein. Et il m'écrase, il me tue 2 sanguinaires. Et ouais, c'est ça. Il me tue 2 sanguinaires. Il me piétine, il me tue tous les sanguinaires et il me piétine la grande bannière pour terminer le combat. J'ai même pas d'instabilité à faire. Il me fait 3 attaques, 3 touches de piétinement sur la grande bannière qui est toute seule face à lui et il m'enlève 2 PV pile poil. C'est mort. Voilà, c'est le cas de le dire vraiment, là, c'est mort. D'ailleurs, il reforme son sphinx pour voir le flanc en fait de mes sanguinaires qui affrontent les archers. Bien entendu. Pour son tour 5, la charge du sphinx de guerre pour aller sauver le hiérophante, hein, évidemment. Il réussit en plus sa charge d'une façon absolument dégueulasse, ce qui lui permet après en mouvement d'avancer en marche forcée ses guerriers squelettes à une quinzaine de pas de l'hôtel du colimaçon d'éternité et de l'ermite fou. Pour sa magie, ses mouvements... Non, c'est tout. Pour sa magie, il fait 5 et 3 et plus 2 dés grâce à l'arche. Il envoie l'invulnérable 5+ sur les archers, il a réussi, il récupère 2 archers. Il envoie plus une attaque sur ses archers, il a réussi, il récupère encore 2 putains d'archers. Et enfin, il tente l'arche des âmes damnées sur l'ermite fou. Il le réussit, mais là par contre, ce coup-là, l'invulnérable fonctionne vu que c'est moi qui la jette. Lui, j'y arrive, les miennes, j'y arrive pas, évidemment. Pas de tir, et donc pour les corps à corps, le sphinx de guerre contre les 3 derniers sanguinaires avec les archers, bien entendu, qui m'écrase la gueule sans que je puisse faire quoi que ce soit. C'est un massacre et une table rase à la fin du tour 5. C'est absolument dégueulasse.
Le blast de l'ermite fou est sur les guerriers squelettes, encore une fois. Et là, ce que là, il n'arrive pas à la dissiper. Et il se prend 10 touches force 8 dans la gueule. Et il perd 8 guerriers squelettes, Thomas. Eh ouais, fallait pas trop t'en approcher, mon gaillard. Là, ça me fait plaisir, moi, ça me fait plaisir. C'est un tour 5, voilà, qui fait mal vu que je suis mort. Donc là, j'espère qu'une seule chose, c'est qu'au début du tour 6, l'ermite fou sorte de table. Le tour 6, le dernier tour, eh bien, Thomas, enfin, pas Thomas, mais l'ermite fou jette ses dés avec un déviation et il fait 11 pas en direction des guerriers squelettes de Thomas. Non, putain. Il se place à 4 pas devant les guerriers squelettes de Thomas. C'est très chiant. C'est vraiment très très chiant. Donc voilà, je l'ai complètement dans le cul. Je n'ai pas de tour 6 vu que je suis mort. Donc déclaration de charge du tour 6 des rois des tombes. Les guerriers squelettes et leur général chargent le colimaçon de l'éternité et réussissent leur charge. Pour ce qui est du reste, les mouvements des rois des tombes avancent tous en direction du colimaçon de l'éternité pour voir le combat final. À la magie, il fait 2 et 1 avec une canalisation et plus 2 dés grâce à son arche. Donc les canalisations des rois des tombes, elles sont là, quoi, vraiment. La vulnérable de 5+ sur les guerriers squelettes fonctionne et il récupère 2 guerriers squelettes. Le plus une attaque sur les guerriers squelettes et donc leur roi fonctionne aussi, il récupère 3 guerriers squelettes. Parfait, il peut pas faire l'arche par contre vu que l'ermite est au combat. Pas de tir, donc le combat final du roi des tombes full life avec 6 putains d'attaque CC10 force 5 contre un mec du chaos. Et ben l'ermite fou enlève un PV au roi, et derrière, le roi des tombes arrache un seul PV à l'ermite fou. Sauf qu'il était qu'à plus qu'un seul PV. Donc bravo Thomas, tu as réussi, l'ermite fou est mort, et le colimaçon d'éternité à la fin, tout pile du tour 6, est au roi des tombes qui n'ont perdu que 2 unités. Bravo, j'ai pris une putain de déculottée pour les fêtes de fin d'année. Merci à toi. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. C'était une petite dédicace à ceux qui l'ont vu l'année dernière, la partie de l'ermite fou, qui m'ont demandé d'ailleurs qu'il ressorte 2 ou 3 fois. Donc là, bon ben voilà, le colimaçon de l'éternité est passé dans le... Il est passé dans le juron des rois des tombes d'Encortep de Julien et de son lieutenant Thomas. Donc voilà, il va peut-être revenir l'année prochaine, ce colimaçon d'éternité avec un ermite fou roi des tombes, ça serait drôle, un mec un peu corrompu. Enfin bref, c'était pour vous faire plaisir et pour vous marquer la fin des vidéos de Warhammer Battle Battle de 2018. Donc je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, mangez copieusement, profitez de vos familles et profitez de vos vacances, bande de vénards, pendant que certains bossent. Et on se retrouve à la rentrée, enfin à la rentrée pour vous, on se retrouve en janvier pour une nouvelle partie. Je vais compter celle-là comme la vidéo des 900 abonnés, parce qu'on doit pas être très loin, je pense, ou on a peut-être dépassé, je ne suis pas le compte. Tous les jours en tout cas. Donc merci à tous vraiment pour cette année de production intensive et de plaisir intensif, en espérant que bien sûr cette chaîne vous plaît toujours autant. Finissez bien l'année, profitez encore une fois et longue vie à Battle, au vrai Battle, et on se retrouve l'année prochaine. Allez, à plus.